Bonjour, c'est Sidonie. Bienvenue et merci d'écouter L'humain derrière l'étiquette. J'espère qu'il vous inspirera à aller à la rencontre de l'autre et de vous-même. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des épisodes à venir. Bonne écoute! Bonjour! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'humain derrière l'étiquette. Aujourd'hui, je suis avec Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors Véronique, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu, s'il te plaît? Donc, je suis une femme. Oui. Ça fait partie intégrante de ma personne. De 50 ans depuis peu. Et j'aime apprendre. De tout? Que ce soit théorique ou pratique. Oui, de tout. Et mettre en pratique le plus rapidement possible, si c'est possible, apprendre des choses qu'on peut tout de suite utiliser. T'as un exemple là? Oui, par exemple, un contre-exemple, les échecs, ça m'irait pas. Ok. Parce que ça demande, ou un certain instrument de musique que j'aurais toujours voulu pratiquer, le violoncelle. Ah oui. Bon, ben voilà, ça demande un petit peu de patience. Oui. Et de tâtonner. Alors, je suis pas contre le tâtonnement, au contraire. Mais pas trop longtemps, quoi. Mais j'aime bien que ça donne des résultats assez vite pour jouir de la nouvelle pratique. Ok. Et du coup, tu fais quoi dans la vie? Alors, je fais 2 professions. Je suis libraire, à temps plein depuis 2 ans. Et depuis 6 mois, je travaille aussi en maison de retraite auprès de personnes soit atteintes d'Alzheimer, soit avec des maladies neurodégénératives. Alors, c'est 2 sujets qui vont énormément m'intéresser, donc on va y aller une par une. Dans un premier temps, ta librairie, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce qu'elle est quand même pas classique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le projet? Oui, c'est une librairie café. Donc dans certains pays anglo-saxons et en Bretagne, c'est une formule classique. Mais c'est vrai que dans le reste de la France, il n'y en a pas tant que ça, même si c'est de plus en plus le cas, et la mode. Donc une librairie café, c'est-à-dire que dès qu'on a ouvert, on n'a pas imaginé avoir juste un lieu de vente et de conseil, bien sûr. On voulait un endroit où on puisse se poser. Alors il arrive qu'il y ait des librairies où il y a un fauteuil sympathique ou un coin jeunesse où on a envie de rester un peu plus longtemps. Mais là, on voulait une librairie café pour être aussi un lieu de rencontre où des gens viennent pas forcément que pour acheter des livres. Ça peut être acheter des livres sur un malentendu. Et puis un lieu où les meubles sont mobiles pour accueillir de temps en temps un spectacle vivant. Et voilà, cette librairie s'appelle Place 26. Elle se situe sur une place au numéro 26. Et son nom, pour nous, reflète le fait qu'elle est un lieu où on se retrouve. C'est à Douvres-la-Délivrance, près de Luc-sur-Mer, de Saint-Aubin-sur-Mer, entre Courseulles et Ouistreham. Du coup, donc moi j'ai eu la chance d'aller dans ce lieu qui m'avait été conseillé par Claire d'ailleurs. Coucou Claire. Donc tu dis qu'effectivement il y a un lieu pour se poser, mais c'est pas juste ça, parce que moi j'avais commandé un thé et tu m'as servi un thé certes, mais tu as servi un thé qui était à la bonne température, un thé de qualité, etc., etc. Donc est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? C'est un choix que tu as fait? Oui, quand on a ouvert, parce qu'on était 2 à ouvrir en 2019, enfin on a eu l'idée en 2018. Ça a mis 9 mois, comme un bébé. Et pendant ces 9 mois, on a réfléchi au concept, on a fait une étude de marché, à l'emplacement, mais l'idée, c'était aussi qu'on s'approvisionne au maximum de choses durables et en circuit court. Donc on a démarché des fournisseurs locaux. Alors, il se trouve qu'à Douvres, il y a un monsieur dont le métier est d'être torréfacteur, aussi bien de café que de thé. Alors maintenant il a son magasin à Éperon, le torréfacteur, mais ça reste pas loin. C'est un Douvrais, il nous livre en rentrant chez lui. Et c'est donc lui qui est venu dans notre cuisine, chez nous montrer les différents cafés. Je n'en bois pas, mais moi j'ai goûté les thés. Et il s'agissait d'avoir une bouilloire qui mette à température. Il nous a expliqué les différences de temps d'infusion et de température selon la couleur du thé. Et voilà, ça fait... C'est-à-dire que le fait, pour nous, on le voit, d'apporter le morceau de fonte qui va sous la théière, le petit outil pour mesurer le temps. Le minuteur, oui. Voilà. Je me suis sentie importante, moi. C'était mon
petit moment, quoi. Mais les gens nous disent ça à chaque fois, mais ça fait partie de prendre le temps. Oui. Ce qu'on fait sûrement pas dans notre vie, et ni moi, je sais, je cours tout le temps. Donc je dis ce que je fais, mais je fais pas ce que je dis. J'en suis consciente. Mais au moins, quand les gens viennent, c'est pas un sachet de l'eau et exactement. Quoi. Ouais. On se pose. Et puis rien que le fait de poser le thé, c'est l'occasion de discuter. Nous, ce qu'on veut, c'est parler, échanger. Ouais. Et il y a ça, et puis alors, de là, je fais le tour de ta boutique dans ma tête. Donc il y a ce petit coin qui est très sympa, où donc on peut prendre différents thés, cafés de qualité, etc. Il y a bien sûr la librairie, avec un grand choix même pour les livres pour enfants d'ailleurs. Parce que ça aussi, il y a une raison particulière. Tu aimes les enfants, tu aimes... Alors en fait, on a décidé d'ouvrir une librairie, et j'essaie de parler à la première personne, mais j'ai pas l'habitude. Dès le début, je voulais qu'elle soit généraliste, avec tout type de livres, et pas seulement que la jeunesse, ou pas seulement que de l'adulte, ou pas seulement que du bien-être. Et de fait, ensuite, on s'adapte à nos clients. Et il se trouve que nos clients, ils achètent beaucoup pour les enfants, des BD et de la littérature générale. Donc, du coup, on a supprimé le rayon pratique, parce qu'on proposait des livres des sujets de société, de bien-être, de politique, de cuisine, de sport, et ça n'allait pas forcément. Du coup, on avait un coin dormant, et les gens commandaient. Donc, on a supprimé ce rayon, les gens commandent directement ce qu'ils souhaitent, et la place gagnée, on l'a utilisée pour la jeunesse, pour la BD adulte et pour la littérature. Ouais, il y a des très très beaux livres pour enfants. Moi, j'ai regardé, moi. Et il y a aussi un petit coin seconde main. Oui, alors ça, notre librairie a 5 ans et demi, et au bout de 2 ans, on a décidé d'ouvrir un coin occasion. C'est-à-dire que de la même façon que les livres audio, je considère que c'est pas du tout une concurrence pour nous. C'est différent. Voilà, la télévision n'a pas tué le cinéma. De la même façon, il y a des gens qui écoutent, et dans certaines librairies, il y a même un tourniquet avec des livres audio à acheter. C'est pas un gros mot. Les liseuses ne sont pas non plus la mort du livre papier. Et de la même façon, le fait d'avoir un coin occasion nous amène beaucoup de clients. D'abord, ça nous amène des clients qui proposent leurs livres parce qu'ils les ont entassés. Et on fait une sélection de ce qu'on va garder, ce qu'on va leur acheter. Ça nous amène des clients qui ne peuvent acheter que de l'occasion. Et puis ça nous amène des clients qui, parce qu'ils ont trouvé aussi d'occasion, ont économisé un peu d'argent, et du coup s'achètent davantage de livres neufs. Et pour la première fois, à ce Noël, au bout de 3 Noëls en ayant de l'occasion, des gens ont acheté de l'occasion pour offrir un Noël. Ah bah c'est bien ça. Pour enfants et pour adultes. Sans demander à cacher le prix, sans faire comme si c'était pas de l'occasion. Tout à fait. Sans complexe. Bien. Et de toute façon, nous on adhère à l'écologie du livre, qui est un concept qui fait que les libraires sont incités à réfléchir à leurs responsabilités dans le réchauffement climatique, et donc à éviter de faire venir des livres par camion et par carton, et qu'il n'y en ait que 1 ou 2 dans un carton, et à vendre de l'occasion, à éviter les emballages papier, commander si possible des livres qui ne soient pas faits en Chine, dans des conditions où les employés sont maltraités. C'est pas que la question que ce soit chinois, c'est la question que les gens soient payés correctement pour le faire. Humaniste, quoi. Oui, elle n'est pas tout à fait toute la journée de la colle ou à s'abîmer les yeux sur des petites puces pour faire un livre sonore. Donc voilà, si on peut acheter dans des endroits où les conditions de travail sont correctes, on essaye de le faire aussi. Tu fais attention à toutes ces choses. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a poussé à être dans le livre? Du coup, ça fait tu disais cette librairie, du coup, c'est depuis 2019. Mais est-ce que tu as toujours été dans le livre? Non. Alors, si je regarde le fil conducteur de mes différents métiers, je me rends compte qu'il y a quand même l'écriture et la lecture. C'est quoi tes autres métiers? Le mot est un fil conducteur. En CM2, j'ai décidé d'être journaliste. Ok. Dès le CM2, tu savais? Ok. Donc, j'avais une machine à écrire, je tapais des articles, je les collais au mur comme dans une rédaction. Bon. J'ai fait une école de journaliste, j'ai été journaliste de presse écrite 10 ans. Ok. Et puis ensuite, j'étais plus en accord avec le métier. Et j'ai démissionné. Et je suis devenue institutrice de la petite section au CM2.
Ok. Donc pour apprendre aux enfants à lire finalement. Oui, mais pas que, parce que mon préféré, c'est pas le CP, c'est plutôt entre les deux. Et là, soit ils savent lire, soit ils savent pas encore. Ouais. Mais c'était plutôt l'échange et la partie créative de la maternelle qui m'a séduit. La partie trop scolaire et frontale de l'élémentaire, moi. Ouais. Et puis au bout de 10 ans, j'en ai eu assez. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec les 10 ans. Oui, peut-être. Je m'y retrouvais plus. Et donc, je me suis dit, tiens, je travaillerais bien en maison de retraite auprès des personnes qu'il faut stimuler. Un peu comme de la maternelle, mais avec des personnes âgées. Ouais. Et donc, j'ai fait en sorte de faire un stage et de faire ce travail d'aide médico-psychologique. Et puis, c'était pas possible à ce moment-là, vu l'âge de mes enfants et les revenus et les horaires que ça impliquait. Et comme j'avais été salariée, j'avais été agent, mais jamais indépendante, quand j'ai proposé à mon mari d'ouvrir une librairie, parce que c'est le commerce qui manquait là où on vivait, une librairie café, il a dit oui, donc on l'a créée. Et du coup, pendant 5 ans, j'ai fait les deux. Et donc en fait, c'était d'abord le côté comment tu as dit tout à l'heure, service à la personne. Le service à la personne, et la librairie est arrivée après, dans les idées. Oui. Chronologiquement, ok. Et puis, pendant 5 ans, j'étais institut et libraire. Et puis, depuis 2 ans, je ne suis que libraire. Bah oui, pas vraiment, que finalement. Ça a tenu 2 ans. C'est ça, et puis là tu fais du coup de la service à la personne. Là j'ai eu l'occasion d'aller travailler en unité protégée, et donc je le fais, je l'ai fait au début sur mes heures de repos, puis maintenant je me fais remplacer en librairie quand j'ai un remplacement à faire en maison de retraite. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'unité protégée du coup pour ceux qui connaissent pas du tout? Oui, les unités protégées qui sont des petits appartements qui sont rattachés à des maisons de retraite privées, pas publiques. Il y a en général maximum 15 résidents dans une sorte d'appartement de plein pied. Donc 7 chambres de chaque côté, une grande cuisine et un grand salon, et un parc fermé. Et il y a un code pour sortir. Et les personnes résidentes ne peuvent pas sortir. Parce que pour leur sécurité à elles et pour la sécurité des autres. Parce qu'elles sont atteintes de l'Alzheimer. Elles peuvent être atteintes d'Alzheimer, elles peuvent être atteintes d'une autre maladie neurodégénérative. Qui fait que elles perdent le contrôle. Alors non seulement elles peuvent perdre la mémoire, ne pas reconnaître leur entourage ou nous, ne pas se rappeler de ce qu'elles ont fait une demi-heure après, mais elles ne savent pas ce qu'on fait de la brosse à dents. Est-ce que c'est pour la bouche? Elles peuvent mélanger un verre d'eau avec un couteau alors qu'il n'y a aucun sens à le faire. C'est en fait des connexions neuronales qui ne se font plus. Et ça peut entraîner une agressivité. Pas volontaire, mais parce qu'il y a des prises de conscience soudaines de son état, des personnes qui pouvaient avoir des postes à responsabilité, qui se sentent en colère de leur dépendance. Il y a aussi bien des gens de 96 ans que des gens de 70 ans, ce qui est très jeune. Et donc, si elles pouvaient divaguer dans l'espace, elles pourraient être au milieu d'une rue, elles pourraient jeter un objet, ce serait dangereux, être en hypothermie, se perdre. Donc voilà, alors évidemment, il y a 2 aides-soignantes, mais aides médico-psychologiques qui sont présentes auprès de ces personnes. C'est quoi ton rôle du coup précisément, ta mission? Normalement, ça devrait être de l'animation, des jeux, faire la cuisine, un repas thérapeutique, faire un potager, pour stimuler intellectuellement la mémoire, la parole, faire sortir de son mutisme. Ça ne peut pas être que ça. Parce que on a besoin de stimuler les personnes aussi quand elles mangent et quand elles font leur toilette. Sinon, elles se laisseraient faire comme un pantin, alors qu'elles sont capables de choisir leurs habits, d'enfiler un habit, de se frotter les cheveux. Donc, ça veut dire que nous, aussi, l'aide médico-psychologique met la main aussi dans le cambouis pour faire la toilette. Ou encadrer, parce qu'il n'y a pas besoin. Pour entretenir ce qu'ils savent faire. Et le repas, servir à table, ne pas découper si la personne peut découper. Donc voilà, oui, ça demande aussi un travail d'aide-soignante, mais c'est pas dégradant. C'est un public... C'est toi qui as choisi ce public en particulier? Oui, en fait, quand j'ai demandé à faire une immersion, un stage avec convention de stage, j'aurais pu être dans une aile où je n'aurais été, par exemple, que ASH, je fais le ménage. Je ne suis pas avec les résidents. Je pourrais dire, j'ai besoin d'un complément de salaire, je vais faire le ménage.
j'ai pas demandé ça. J'aurais pu demander à être juste aide-soignante. Je sers à table et je fais la toilette. C'est tout. Non, moi je voulais le côté... Le contact. Contact, animation, assez peu de gens pour que j'ai le temps d'aller voir dans la journée chacun. Ce qui n'était même pas le cas en classe quand j'ai fini d'enseigner, où ils étaient 30 petites sections et il y en avait à qui j'avais pas parlé de la journée. J'aurais été incapable de dire s'ils avaient passé une bonne nuit ou ce qui... Donc là au moins... Tu sais ce que tu voulais en tout cas. Oui, du coup. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais dans ces structures-là, on est assez peu, les résidents sont assez peu pour assez de soignants, pour qu'on ait le temps de se prendre soin. De vraiment s'occuper de... Oui. Okay. Et du coup, j'ai demandé à faire des remplacements. On m'a dit, parce qu'ils sont très demandeurs, ils ont besoin de personnes, est-ce que vous voulez bien faire des remplacements? J'ai dit oui, mais que là. Ok. Et du coup, donc, le livre, est-ce que tu t'en sers un peu dans le livre ou l'écriture, dans ce genre de structure? Est-ce que tu arrives à t'en servir? Est-ce que tu as envie? J'ai envie, mais pas autant. Parce que les niveaux de la façon dont sont atteintes les personnes de la maladie fait que c'est illusoire. Ouais. Parfois. Ce serait trop. Ouais. Après, je fais que débuter. Je suis vraiment une novice dans le métier. Et il se trouve que il peut y avoir des décès, malheureusement, des nouvelles personnes arrivent, et de toute façon, dans les 15, qui sont parfois 13, qui sont parfois 14, il y a des personnes qui sont plus ou moins atteintes. Donc il y a des personnes qui ont encore assez leur tête pour qu'on fasse un jeu, pour qu'on passe par les cris, mais ils ont un traitement qui engage des tremblements, donc il y a des choses qui sont pas faisables. On peut passer par des lettres mobiles, mais voilà, on n'est pas aussi on est dans l'écoute, donc si des personnes n'ont pas envie, on les encourage à participer, mais on ne forcera personne. Donc, de toute façon, en dehors de ça, j'ai une association qui s'appelle Compte avec moi, et de temps en temps, je vais lire dans cette unité, mais pas forcément sur mes heures de travail. Comme un atelier, un peu, les gens ils peuvent venir... Voilà. Ouais. Je vais lire en centre de loisirs pour les enfants, ou je vais lire en centre un foyer pour personnes handicapées. Et donc je me suis retrouvée en guise d'animation à apporter un boutaï, un théâtre en bois japonais, et à lire des kamishibai aux résidents dont je m'occupe le reste du temps. Des kamishibai? Oui, le kamishibai, c'est le livre. Des pages séparées que l'on glisse dans le boutaï, dans le cadre en bois, et d'origine japonaise, et qui permet de passer les pages. La personne ne voit que l'image et le conteur voit le texte. Ah, ok, d'accord. Et ça leur a plu. Mais sinon, libraire ou pas, je dégaine pas le livre facilement. On lit le journal, par exemple. Ouais, ok. C'est l'occasion de susciter une conversation. Ouais. Et du coup, tu disais tout à l'heure que parfois il y a des gens qui partent parce que ils décèdent. Tu en as vécu déjà des décès? Parce que tu y es donc depuis... le mois de juillet. Ouais, tu en as déjà vécu. Alors il y a aussi des gens, petit aparté, qui partent parce qu'elles vont dans l'autre, elles. Okay. Ou du coup, elles ont un traitement qui leur permet de mieux gérer leurs émotions. Okay. Et elles n'ont plus besoin d'être dans une unité fermée. Okay. Donc ça aussi, c'est pas une fatalité. On n'est pas enfermé dans cette unité jusqu'à sa mort. Ouais. C'est arrivé 2 fois. Mon binôme m'a expliqué lorsque j'arrivais qu'il y avait quelqu'un en fin de vie. Des personnes qui peuvent geindre et qui peuvent lui mettre des bruits. Et donc la personne est dans sa chambre, tout est fait pour la soulager. Et mon binôme m'a dit: tu n'es pas habitué, je vais me charger de cette personne. Ce que j'allais te demander justement, en fait, quand tu as dit ça, c'est le premier truc qui m'est venu, c'est comment tu arrives à gérer au niveau émotionnel, au niveau la sensibilité. Ça doit être compliqué quand même, parce qu'on s'attache quand on travaille avec des gens comme ça. Oui. Eh bien, l'autre expérience que j'ai eue, c'est qu'à un remplacement, un monsieur était là, et quand je suis revenue une semaine après, il était mort. Mais quand j'ai expliqué à mon entourage ce que j'allais faire, je crois qu'il n'y en a aucun qui ne m'a pas dit: tu vas jamais tenir. Ok, sympa. Par maladresse, mais aussi par protection. Oui. Voyant que je pouvais fondre en larmes un mot blessant, ou à quelqu'un qui n'est pas bien dans la rue, il me disait: c'est pas possible, s'il y a bien quelqu'un qui doit pas faire ça, c'est toi, puisque tu es très sensible. Oui. Et on peut se dire aussi: pourquoi est-ce que je vais me confronter à ça? Sauf que moi, depuis des années, après avoir subi le fait d'être très sensible, j'ai travaillé j'ai discuté avec Claire, l'amie, j'ai travaillé avec Emeline, du mot essence Emeline, c'est
son lieu de travail, et j'ai suivi une thérapie avec elle pendant 6 mois. J'ai lu sur le sujet. Et quand tu dis sur le sujet, c'est-à-dire sur la gestion des émotions, oui, sur l'évolution personnelle. Et en fait, j'ai intégré que j'étais comme ça. Donc, tu ne savais pas que tu étais hypersensible? Non, je ne savais pas jusqu'à 2 ans. Ça t'a fait un choc? Ça m'a fait un choc et puis ça m'a déculpabilisée. Ouais. Et du coup, je me suis dit, très bien, j'ai toujours l'impression de vouloir sauver les gens, favoriser leur mieux-être. Je suis comme ça. Donc, puisque dans la vie, de toute façon, que je sois libraire, maître d'hôtel ou autre chose, quand je vois quelqu'un qui souffre, je vais l'aider même s'il m'a rien demandé. Mais assez égoïstement, parce que moi, ça me fait du bien de voir moins de souffrance. Donc, c'est pas parce que je ne vais pas travailler en maison de retraite que je vais arrêter d'aider ma voisine ou mon ami. Donc, autant faire profiter le monde. Que ça en fasse profiter, ou ça se trouve, j'ai une capacité, une compétence, autant l'utiliser. Et de fait, justement, pour en revenir à ta question, je ne ressens pas de douleur quand j'apprends la mort d'un patient, quand je l'entends geindre et que je sais qu'il faut aussi laisser cette peine. Parce que la douleur, on arrive à l'atténuer chimiquement, mais le gémissement, le marmonnement peut être l'expression. On ne va pas bâillonner la personne, elle a besoin d'émettre un bruit, elle l'émet. Eh bien, ça me serre le cœur, mais ça ne m'empêche pas d'agir. Et au contraire, ça me donne de la force pour aider d'autres personnes. Alors évidemment, j'ai un pincement quand une résidente, je m'approche et je lui propose un choix entre un dessert et je lui dis qu'est-ce qui vous ferait plaisir, et une banane ou un liégeois, et elle me dit ce qui me ferait plaisir là, vous savez, c'est que mon mari arrive au bout du couloir et que je le reconnaisse. Évidemment, je suis pas insensible quand elle me dit ça. C'est clair. mais j'adore avoir vécu ce moment. Oui, ça veut dire qu'elle est assez en confiance pour le dire aussi. Oui, ça m'enrichit. Donc assez égoïstement, je le fais, mais je m'effondre pas. Après, ce métier me fatigue au niveau physique, parce qu'il y a beaucoup de déplacements et beaucoup d'efforts à faire. Même si on a plein d'outils pour déplacer les personnes. Mais c'est plus ça que l'émotionnel. Après, quand j'y vais... Tu arrives en fait à aider sans t'effacer, sans effacer tes besoins finalement. Oui, mais peut-être que j'ai évolué. Grâce à des gens comme Claire ou comme Emeline. Parce que quand même, dans le journalisme, quand mon chef de rédaction me disait des bêtises ou quand j'assistais à une situation critique pendant un reportage, je pleurais. Je pleurais ou je tapais des pieds. Quand après j'étais instite, les parents étaient insupportables et que la hiérarchie, surtout, contrairement à certaines régions, ce n'est pas le cas dans toutes les régions, mais en Normandie, pas de vague, ne nous soutenait pas, je pleurais, je trépignais. Oui, c'était l'injustice qui t'embêtait. Voilà. En fait. Donc là, j'avais effectivement très typique des hypersensibles. Pas évolué. Et quand j'ai commencé à être libraire, il y a certains clients qui sont dans le consumérisme, qui sont maltraitants, pouvaient encore me faire pleurer. Je me rappelle, je devais aller dans le stock pour prendre une respiration et tout ça. Donc je pense que j'ai évolué. T'arrives à moins prendre les choses personnellement finalement. Oui, cette fameuse phrase qu'une psychologue m'avait dit, il faut que la vague, plutôt qu'elle vous envahisse le visage, rebondisse sur votre visage et glisse sur votre torse, ou faire un pas de côté, ou prendre du recul. À chaque fois, ça m'énervait. Et je disais, je vois pas comment. Oui, c'est ça, facile à dire. Facile à dire. Alors, il se trouve, est-ce que j'ai évolué? Est-ce que dans une semaine, donc dans 2 mois, je vais plus pouvoir en mettre un pied à la maison de retraite? Je n'en sais rien. Toujours est-il que je ne ressens pas, ça me touche, mais ça ne me paralyse pas. Oui. Et tu arrives à l'extérioriser finalement. Peut-être, oui. Peut-être qu'on m'a aidé à mettre c'est chouette, parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire, donc si je devais résumer, c'est que l'hypersensibilité, effectivement, ça ne paralyse pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un truc qui touche ou qui attriste. En fait, là, d'après ton parcours, c'est parce que tu as appris à plus ou moins gérer tes émotions, à accepter qu'elles soient là aussi. Oui, et aussi à laisser place. On m'a appris à utiliser
des moyens pour exprimer l'émotion emmagasinée, je pense qu'elle est toujours là. Sauf que comme je pratique des travaux manuels ou de la marche, ou que j'en parle, et bien du coup, et puis surtout cette fameuse culpabilité qui était là en confondant sensibilité et susceptibilité, et qui faisait que je pensais être une personne insupportable. Donc ça, c'est mieux aussi. Ah bah c'est sûr, d'avoir conscientisé tout ça, oui, ça a dû faire du bien. Ouais. Oui, c'est chouette, c'est un message, enfin, pour moi c'est très positif. J'espère qu'il y a des hypersensibles qui nous écoutent et qui se reconnaîtront peut-être dans ce que tu vas dire, parce que effectivement c'est très souvent confondu, la susceptibilité et l'hypersensibilité. Je l'ai vécu aussi, hein, clairement je vois ce que tu veux dire, donc c'est très positif en fait ce que tu vis. Oui, je sais pas trop à quoi l'attribuer, parce que aussi le fait d'arriver à un âge où je me suis dit j'ai plus de temps derrière moi que devant moi, c'est très troublant. Ah ça, tu t'es fait cette réflexion? Ouais, je me suis fait cette réflexion. Après, pour côtoyer des gens de 98 ans qui me doublent dans le couloir de la résidence, je sais que ça se trouve j'ai autant de temps devant moi que derrière moi. Complètement. Mais peut-être pas dans une même forme physique. Donc, j'ai en tout cas l'impression d'être à un moment charnière. Et je crois un peu plus le sentiment de me foutre du regard des autres. Ça c'est la clé du bonheur, ça. Libération. Ah, ouais. Et bon, j'ai jamais mâché mes mots, mais voilà, l'envie de dire ce que je pense, mais pas forcément pour faire changer d'avis l'autre, juste pour me libérer. Oui, c'est ça, exprimer ton besoin, exprimer ton ressenti. Et moins la volonté de faire la révolution, faire ma part. La part du colibri. Oh, ouais, peut-être ça. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà ça. En tout cas, ça apaise beaucoup le cerveau. Et oui. Bah, c'est super. Et du coup, là, donc, tu nous as dit que y a des personnes qui t'ont aidé. Tu parlais de Claire, tu parlais de Emeline. Est-ce qu'il y a aussi des livres qui t'ont un petit peu aidé dans cette direction? Peut-être que tu pourrais éventuellement recommander à des gens qui t'écoutent. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé, il y a 1 an, Ressac de Digli. Alors Digli, ça s'écrit D-I-G-L-2-E. Et moi, je suis pas parisienne, enfin même si d'origine je suis parisienne, mais elle est connue sur la place parisienne parce que, un peu comme Matou, c'est une illustratrice, podcasteuse, elle fait des animations, c'est une fille en vue. Et elle a écrit un tout petit bouquin qui s'appelle Ressac, comme le fait que la vague avance, recule, la vague avance, elle recule. Et elle fait part de son expérience et elle a toujours de l'humour et de la poésie. Elle a dit, moi voilà, je suis assez connue, prise dans la tempête des réseaux sociaux, la vie parisienne. Et elle a ressenti le besoin de se mettre à part. Et d'aller faire une retraite. Et ça fait 20 ans que j'imagine, toute athée que je suis, de faire une retraite laïque, mais c'est-à-dire de me mettre à part de la vie. Oui, dans le calme et dans la lenteur, quoi. Ouais. Et puis à 20 ans, j'étais pas sur les réseaux, j'avais même pas de téléphone, donc c'était pas du tout par rapport au téléphone, c'était rien que d'être dans un endroit où je marche, je lis, j'écoute, je parle pas. Et si j'ai pas envie, et personne me parle si j'ai pas envie. Et je voyais très bien ça dans un cloître. À Sciences Po, c'était un cloître, c'était une école publique, donc il n'y a pas d'idée de spiritualité. Parce que, après, ça dépend de la définition qu'on donne à la spiritualité. Oui, alors il n'y a pas d'idée de religion. Voilà, je pense que je suis de plus en plus spirituelle, mais de moins en moins dans la. Enfin, j'ai toujours été athée, à la limite de l'anticléricalisme. Là, j'essaie d'aller dans la tolérance, mais il n'y a aucun aspect religieux dans cette volonté de me mettre à part. Mais il se trouve que si c'est dans un lieu très joli, tant mieux. Et donc Digli, dans Ressac, elle y va, mais elle prend pas alors qu'elle pourrait une retraite à 1 000 € la semaine, où il y a parfois un petit peu d'exagération, ou en tout cas de marketing. Elle va dans une abbaye en Bretagne qui existe, qui est dans le Morbihan, près du chemin des douaniers, et qui a 300 € la semaine, et les 3-4 jours. Et elle dit, oh là là, grande disposition, je ne vais pas parler, je ne regarderai pas mon téléphone, je vais marcher sur le chemin des douaniers. Et ça va me faire un bien fou, je vais revenir, je serai une femme neuve. Il fallait qu'elle gère aussi sa vie de couple et la mort récente de celui qui avait été son père, pas biologique, mais son père. Présent, et il fallait qu'elle vive ça, qu'elle fasse le deuil de ça. Et en fait, c'est très drôle.
parce que finalement, elle n'arrive quasiment à faire aucune des choses qu'elle avait prévues. Donc, normal. Elle y va, mais elle n'enjolive pas du tout la situation. Au bout de 3 heures, elle regarde son téléphone, mais pas autant. Finalement, elle rencontre des femmes qui font ça. Il y en a qui font ça tous les ans, il y en a qui font ça qu'une de temps en temps, il y en a qui font ça tous les trimestres. Des femmes de différents âges qu'elle ne croise qu'au repas. Et puis elle parle avec elle. Elle parle avec la sœur qui donne à manger. Elle va rarement marcher parce qu'il fait pas beau puis qu'elle aime pas se prendre du vent dans la figure. Et elle est censée retrouver un point de vue qui lui permettra de regarder la mer et de s'élever spirituellement. Elle trouve jamais l'endroit. En revanche, elle trouve un café. Et elle rentre dans le café, elle papote avec le monsieur, il lui offre un café, donc elle lui fait un dessin, parce que c'est son travail, elle lui offre un dessin. Et au bout du compte, elle est ravie. Et elle aurait voulu, une autre fois, elle prendra davantage de jours. Mais j'aime bien cette idée. Ce livre m'a fait avancer sur l'idée que on n'est pas obligé d'être dans la caricature c'est à chacun vit de la méditation. Voilà. Chacun vit sa spiritualité et sa méditation. Oui. Ça reste peut-être méditatif quand même, finalement. Oui, et puis accepter de dire la vérité et d'être jugé par ceux dont la vie n'a pas d'intérêt, donc ce n'est pas grave. Et donc ça m'a aidé. Est-ce que tu l'as fait toi du coup? Alors je l'ai pas fait, mais je vais le faire. Je suis allée voir, ça existe vraiment. Ah oui, il y en a même en Normandie. Voilà. Et puis j'ai vu qu'il y en a qui sont très chers. Et puis avec des cours qui sans doute méritent le prix, mais j'ai pas envie de ça. J'ai envie de marcher, de papoter, et je pense le faire avec une amie. Donc on serait pas oh là non dans le silence. Mais ça serait papoter comme on peut le faire en prenant le temps, de manière insouciante, mais là, avec 3 nuitées et le grand air. Sans se poser trop de questions. Alors, pas de téléphone, ça pour le coup. Oui, par contre, oui. Ouais. Parce que si je n'avais pas l'utilisé pour mon travail, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup quand je travaille à maison de retraite, mon téléphone est dans mon casier, je ne le retrouve que le soir. Je n'ai aucune publication à faire pour le travail, et à part une tablette pour transmettre les soins aux infirmiers, il n'y a pas d'écran. Oui, c'est utile, quoi. C'est que de l'utile. Oui. Et ça, j'aime cette partie-là. Pas d'écran du travail à maison de retraite. De toute façon, les écrans, les réseaux, etc., en particulier, je pense, pour les personnes sensibles, ça peut vraiment vider de son énergie, je pense. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, libraire, on utilise beaucoup l'écran. Je ne sais pas si on sera amené à en parler, mais le métier ne consiste pas qu'à rester côté étagère, à ranger les livres correctement et à conseiller des gens. Ouais. C'est quoi alors? Vas-y, raconte un peu. J'avais pas trop de fantasmes parce qu'à l'âge où je suis devenue libraire, je m'étais quand même renseignée sur le métier. Et quand j'étais uniquement libraire à mi-temps, je faisais beaucoup de conseils et c'était très confortable. Mais depuis que je suis libraire à temps plein, et c'est pas parce que je suis gérante, parce que notre employé à temps plein c'est pareil, il faut savoir qu'on passe énormément de temps devant l'ordinateur. Ah bah, il faut pour les commandes, du coup. À ouvrir des cartons, à mettre en place des livres, à faire de la place en prenant les livres qui vont être retournés, à remplir des cartons. T'es en train de dire qu'il faut être organisé en fait là? Ah bah de toute façon oui. Oh mon Dieu, c'est dommage, c'est un métier qui m'a tiré, mais j'avoue que là... Oui, mais cela dit, on a tous... on peut avoir un bordel organisé. Oui, certes. Donc il y a des libraires, leur bureau, ça ressemble à rien. Leur stock ressemble à rien et ils s'y retrouvent. Non, je pense que les premières qualités humaines d'un libraire, c'est d'aimer le contact avec les gens, d'aimer lire et d'être un bon gestionnaire. Mais si on ne l'est pas, ce qui est mon cas, il faut être associé à quelqu'un qui l'est. Donc c'est pas du tout la fin du monde. De lâcher le truc, quoi. Mais il faut être un bon, ou à s'associer à un bon comptable, même si on a un comptable à côté, et quelqu'un qui a une bonne idée de la gestion comptable. Parce que on vend un produit dont le prix ne peut pas être touché. Et du coup, les éditeurs nous le vendent un petit peu moins cher à nous pour qu'on fasse une marge, mais très peu. Mais en fait, c'est pas vous qui choisissez, quoi. Non, donc c'est un métier où on gagne très peu sa vie, un petit SMIC, quand tout va bien. C'est pour ça que tu fais des choses à côté aussi. Ouais. Et donc ce produit, on le vend le prix qu'il est affiché. Fort heureusement, les grandes surfaces et les plateformes ne peuvent pas le vendre moins cher non plus. Je remarque heureusement quelque part, oui. Donc c'est fait exprès.
Mais du coup, avantage de ces petits revenus, c'est qu'au bout de 3 mois, le livre qu'on n'a pas vendu, on peut le renvoyer. Et le prix est crédité sur notre prochaine commande. Ouais. Alors, on ne va pas systématiquement renvoyer tous les livres au bout de 3 mois parce qu'on veut un fonds. Oui, j'ai toujours pas vendu d'Igli au bout de 3 mois. Mais tu m'en as pas parlé quand je suis venue la dernière fois. Voilà. Mais je l'avais peut-être plus. C'est-à-dire que j'en avais 2, j'ai vendu les 2, j'en rachète 2, et il y en a un qui attend 3 mois, mais je le garde, ce qui fait partie de mon fond. C'est mon ADN. Comme un Black Sad en BD, ou comme un kidnapping au pays des crottes de nez en jeunesse, aux éditions Les Fourmis Rouges. Peu importe qui sort pas. Ça veut dire que c'est ce qui te représente ? Oui, c'est ce qui fait l'identité éditoriale de notre librairie. Et selon libraire, tu as différentes choses, c'est un fond. C'est que par exemple, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je déteste ce livre. Ah ouais ? Et j'ai mis du temps à... C'est marrant parce qu'en plus c'était super à la mode là, il y a à me laisser, à accepter de le dire. Ouais, ça fait et maintenant que j'accepte de le dire, il y a des gens qui me disent « Ah bah je suis content parce que moi aussi ». Doucement avec la table. C'est pas la mode de ne pas aimer Le Petit Prince. Ouais. Bon, et ben Le Petit Prince de Saint-Exupéry, je l'ai en fond. Ouais. Pas parce que j'adore le livre, mais parce que je sais qu'il va être demandé. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après, le dernier livre de Jordan Bardella, c'est le top des ventes chez Julliard, mais je ne l'ai pas. Mais c'est pas un classique non plus. C'est pas un classique. Que Le Petit Prince, ça reste quand même... Voilà, faudrait que je trouve un classique qui contient des valeurs que je n'ai pas. Là, ça me vient pas. Mais même un classique, si c'était un classique, je ne l'aurais pas. Mais ça veut pas dire que je refuse de le commander. Oui, bien sûr. Oui, qui veut peut me le commander. Non, bien sûr, du moment qu'il n'est pas interdit par la loi parce qu'il n'enfreint aucune règle éditoriale, je le vends, je le commande. Mais moi, je choisis de ne pas l'avoir dans mon fond. Oui, parce que ça te représente ta boutique. En fait, quand on rentre, effectivement, il y a la partie où on se pose et où on se sent bien traité et important. Donc ça, c'est ton côté service à la personne. Il y a la partie, la librairie, les livres que tu as, ça te représente quand même, parce que c'est toi qui as choisi, quelque part. Alors, je suis pas la seule à choisir, on est 3. Non. Donc, de fait, il y a des livres sur lesquels j'adhère pas, mais pas forcément les valeurs. Ça peut être le graphisme, ça peut être le sujet, ça peut être... Oui, t'as ton droit de veto, en gros. Voilà, mais ça n'arrive jamais. Mais si mon mari ou notre employé a des bons arguments et le vend, bah moi je dis oui, je m'incline. De même que moi je leur propose des choses qu'ils n'ont pas envie de prendre et puis ils le prennent quand même. Ouais. Et prendre un employé justement, ça s'est fait comment ? Parce que c'est pas facile. Ça s'est fait tout de suite parce qu'en fait en ouvrant une librairie café, il faut être 2. Vous étiez 2 du coup ? Non, au début j'étais à temps plein à l'école, donc moi j'étais à la librairie que le samedi et le mercredi et après 4h30, mais j'étais en surplus. Ah oui, ça mais il fallait être 2 le reste de la journée. Ouais. Parce qu'il fallait pas que je m'épuise et puis il fallait que le libraire pouvait pas être tout seul jusqu'à 16h30. Donc, de toute façon, un professeur, ça finit pas à 16h31. Il y a les rendez-vous de parents, il y a les réunions. Et puis, il faut prendre du temps pour soi. Parce que alors là, c'est même pas la peine d'en parler. Donc, toujours est-il qu'il fallait être 2 parce qu'il n'était pas question... Il aurait été embêtant de faire attendre quelqu'un qui voulait un livre parce qu'on servait côté salanté, faire attendre quelqu'un qui attend un café parce qu'on conseille un livre, ça nous arrive de le faire là parce que des fois on a du monde, mais l'inverse non, le côté café c'est 5% de notre chiffre d'affaires, on est libraire à 95% et il fallait pas que le café grignote la librairie, donc c'est plus confortable d'être 2 et en prenant un alternant en école de librairie, eh bien on le paye un minimum grâce à des aides, surtout la première année. Et donc, c'est un sacrifice à faire. Ouais. Ok. C'est chouette. Enfin, lui, en tout cas, je sais pas, c'est un monsieur, une dame ? Là, en ce moment, c'est une jeune fille de 23 ans. Du coup, elle reste... En fait, c'est ça, c'est qu'elle reste 2 ans. Oui, elle vient 2 semaines à la librairie et 1 semaine en cours. Ok. Après, dans sa promotion, ils sont 31 cette année. Il y a des hommes, des femmes et il y a des gens de 40 ans. Donc, il y a des reconversions. Si j'avais voulu faire une école, j'aurais eu 50 ans. Et du coup, au bout de 2 ans, t'es obligé de changer, par contre ? Oui. C'est ça ? Oui. Ok. Ce qui est très bien d'ailleurs. Ah oui ? Ouais. Oui, toi qui aimes pas la routine. En plus, oui. Ouais, ok. Dis donc, c'est super intéressant tout ça. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant de conclure ? Est-ce que tu as un message pour les gens ? Ah oui, alors si j'ai un message. Vas-y. On
n'est pas tenu de faire le même métier toute sa vie. Voilà, moi, j'ai des parents qui sont rentrés dans une entreprise. Ici, ils sont restés toute leur vie. Ce n'est pas qu'une question de génération. Je connais des gens de mon âge qui sont restés dans une entreprise, qui sont restés toute leur vie, qui souffrent parce qu'ils attendent qu'une chose, c'est la retraite, et qui ne veulent pas perdre le bénéfice de la retraite. Et je le dis à mes enfants, je l'ai dit à mes élèves, vous pouvez faire des études, travailler 5 ans, parce que non, les études j'ai choisi, et puis reprendre des études pour faire autre chose. S'il n'y a pas l'argent, vous pouvez faire un contrat de professionnalisation pour être payé pendant que vous apprenez un métier. Vous pouvez être alternant, vous pouvez prendre des cours du soir comme j'ai fait pour préparer le concours d'instit. Vous n'êtes pas enfermé. Oui, tout est possible, quoi. Oui, il y a toujours des solutions. Alors évidemment, c'est difficile de faire médecine à 50 ans ou avocat. Ça fait long d'études. Ça fait long. Et encore, si j'ai vu que c'est arrivé à un monsieur. Mais on va sur le site de l'ONICEP, plutôt que de choisir par métier, on va sur mes goûts. Est-ce que j'aime travailler dehors? Est-ce que j'aime être avec des gens? Est-ce que j'aime utiliser l'informatique? Est-ce que j'aime être près de la nature? Et là, on a un descriptif de métier dont on soupçonne même pas l'existence. Ça vous explique évidemment s'il y a des débouchés. Autant faire des choses où on trouve du travail. Mais on n'est surtout pas enfermé. C'est que tu as un bon exemple pour le coup, vu que tu as changé de carrière plusieurs fois. Alors à chaque fois, on dit c'est courageux. J'ai jamais pris beaucoup de risques. À chaque fois, je ne quitte pas un emploi sans avoir préparer autre chose. Par ailleurs, je suis quand même prête à aller faire la toilette et à avoir des personnes toutes nues. Donc, c'est pas... Si je pouvais faire que de l'animation, je ferais que de l'animation. Bien sûr. Ça m'amuse. C'est pas le côté que t'aimes le plus dans ton métier. Ça m'amuse pas vraiment de mettre une couche à quelqu'un ou de lui donner la douche. Même si je sais que ça lui fait du bien. Je dois être honnête. Mais ça ne me répugne pas. Et c'est pas parce que j'ai fait des études que c'est un abaissement de faire ça. Moi, je trouve que c'est intéressant. Et peut-être que dans 5 ans, je ferai encore autre chose. Dans 10 ans, on a dit. Et oui. Et plus ça va, moins j'ai de patience et plus je m'ennuie tôt. T'as des idées de ce que tu pourrais faire après déjà? Tu y penses? Oui, j'aimerais bien être plus dans la seconde main, c'est-à-dire avoir un lieu de vente qui soit peut-être un tiers-lieu, comme on dit. Entouré, alors moi j'aurais le café avec des livres d'occasion et puis un café avec des choses, des granolas, des choses faites main. Et puis autour, des petites cellules où là il y a des artistes, un tatoueur, des thérapeutes qui louent l'espace, une salle d'exposition qui est louée et où ça tourne et où on fait un concert une fois par mois. Cool. Oui, j'aimerais bien être gérant d'un lieu comme ça. Ce serait chouette. Bah, j'attends alors. Ok. On se tient au courant. Oui, c'est ça, on se tient au courant. Ok. Bah, merci Véronique d'avoir partagé tout ça. C'était trop chouette. Avec plaisir aussi. Et puis du coup, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des épisodes à venir. À bientôt.